Nous allons corriger les questions aujourd'hui qu'on n'a pas terminé de corriger, c'est-à-dire notamment les questions du 3. Voilà, le 3, le défi alimentaire mondial, dans lequel on vous demandait de faire la question 1 et 3 de la page 185. Alors, on va aller sur la page 185 du livre, et là, pour la question 1, on vous demande de citer des pays dans lesquels certains habitants souffrent de la faim. Alors, on regarde le document 1, c'est une carte, on va directement dans la légende, elle est divisée en deux parties. Une partie qui nous montre l'évolution du nombre de personnes souffrant de la faim. Chaque barre correspond à des périodes différentes. Voilà, donc, et puis on a le petit chiffre ici de pourcentage concernant les personnes souffrant de la faim. Et puis dans la deuxième partie, on a les progrès dans la lutte contre la faim, avec un dégradé de couleurs. En jaune, les pays qui a divisé par deux la population souffrant de la faim depuis 1990. En orange, des pays où la faim recule. Et en rouge, les pays où la faim reste un problème majeur. Les pays en vert restent des pays qui sont en état de sécurité alimentaire. On a vu la définition, vous avez vu normalement la définition dans le cours. Voilà, donc si on regarde, avant de répondre à la question de façon un peu globale, on s'aperçoit que le nombre de personnes souffrant de la faim diminue en Amérique latine et Caraïbes, diminue en Afrique, sur le continent africain, diminue en Asie et Pacifique, et diminue en Europe et Asie centrale. Par contre, elle a tendance à augmenter dans les régions du Proche-Orient et d'Afrique du Nord. Alors maintenant, si on doit répondre à notre question, on cherche des pays dans lesquels il y a encore des habitants qui souffrent de la faim. Dans notre légende, c'était les pays en rouge qu'il fallait repérer, pays où la faim reste un problème majeur. Et donc, on pouvait citer Madagascar, Botswana, Zambie, Tanzanie, Burundi, Rwanda, Côte d'Ivoire ou Burkina Faso, en ce qui concerne le continent africain, Irak pour l'Asie centrale, la Corée du Nord pour l'Asie de l'Est, le Nicaragua pour l'Amérique centrale et le Paraguay pour l'Amérique latine. Vous n'étiez pas obligé de citer tous ces pays, il fallait juste en choisir quelques-uns. La deuxième question concerne le document 3. Donc le document 3, c'est la page d'après. C'était une carte. Là encore, la voilà. Une carte qui vous mettait en évidence les méthodes agricoles en fonction des grandes régions du monde. Donc on va directement dans la légende, on voit qu'il y a la mise en évidence des agricultures vivrières qu'on a déjà définies, des agricultures modernes, c'est-à-dire des agricultures intensives, et des agricultures agricoles peu nombreuses. Voilà, donc si on comparait les deux cartes, cette carte et la carte 1, on s'aperçoit que les régions dans lesquelles on a identifié finalement des populations qui souffraient encore de la faim correspondent pour la plupart aux régions vertes claires et vert foncé, c'est-à-dire aux agricultures vivrières. Donc on peut vraiment dire que le type d'agriculture pratiquée dans les pays où certains habitants souffrent de la faim est l'agriculture vivrière. Voilà, parce que c'est une agriculture, évidemment, qui fait moins appel aux machines, aux engrais, aux insecticides, et donc qui est moins productive, moins performante, et qui même parfois subit les aléas du climat, de la sécheresse, ou au contraire des pluies torrentielles. Donc voilà, c'est une agriculture qui n'assure pas une production régulière. Voilà pour la question 1 et 3 de la page 185. Maintenant, si je réponds aux questions qui étaient donc demandées dans la partie 5, vers une agriculture durable, il fallait donc principalement aller voir le document 4, page 185, et repérer les 3 conditions pour assurer une agriculture durable, et répondre à la question 5, page 183. Alors, on y va. Hop, page 185, il s'agit de ce document. Donc, quelles sont les 3 conditions pour assurer une agriculture durable ?
on retrouve ici notre schéma sur lequel on avait déjà travaillé du développement durable. Un développement durable, il s'appuie sur trois éléments, trois piliers. Un pilier économique, un pilier social et un pilier environnemental. Donc pour que l'agriculture soit durable, il faut qu'elle produise des aliments dont les hommes ont besoin aujourd'hui. Évidemment, l'agriculture, elle doit fournir une alimentation aujourd'hui pour les humains qui vivent à l'heure actuelle. C'est une agriculture qui doit permettre aux agriculteurs de vivre dignement. On l'a vu, nous, avec les exemples qu'on a traités, notamment à Ouaslala, c'était au Nicaragua. Voilà. Et donc l'idée du commerce équitable qui assure un revenu pour les agriculteurs. Et puis le troisième point, c'était une agriculture qui préserve les capacités de la terre à produire des aliments demain. Il faut respecter la terre, ne pas épuiser la terre avec des productions intensives et développer ce qui peut être et ce qui est développé aujourd'hui sous la forme de ce qu'on appelle agriculture biologique. Donc voilà, les 3 points à noter étaient les 3 phrases, la rouge, la bleue et la verte. Donc ça, c'était pour la question du document 4. Ensuite, on vous demandait de répondre à la question 5 de la page 183. Alors, la page 183, je n'y suis pas. Il faut que je remonte un petit peu. Voilà, ça va arriver. C'était le petit schéma avec tous les animaux. Voilà. Ici, on vous demandait principalement comment l'agriculture biologique se différencie-t-elle de l'agriculture intensive. On a vu que dans le développement durable, l'agriculture biologique elle est importante pour préserver la terre. Alors, on vous dit, elle se distingue parce qu'elle est plus respectueuse des équilibres naturels. Mais elle est évidemment à la marge puisqu'il n'y a seulement que 4% des surfaces agricoles aujourd'hui cultivées en biologique, mais c'est une tendance qui augmente. Donc c'est quoi une agriculture biologique? C'est par exemple des soins alternatifs utilisés pour les animaux, huile essentielle, homéopathie, sans aller directement aux antibiotiques, des races rustiques et locales, des aliments bio produits sur la ferme, et un libre accès au pâturage et au parcours. Voilà. L'idée est de moins utiliser des produits chimiques, des plus respectueux des êtres vivants comme les animaux. Voilà, donc je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Évidemment, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour ceux qui sont en distanciel, pour évidemment que je puisse y répondre si vous n'avez pas compris 2-3 notions. À bientôt.